Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Notre rendez-vous, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes en direct et vous avez votre mot à dire dans cette émission. Vous êtes invité à vous prononcer sur tous les sujets que nous abordons dans cette émission. Vous pouvez le faire via notre page Facebook. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la publication relative à l'émission de ce soir. Et puis le téléphone sera à votre disposition. Enregistrez tout de suite le numéro 27 21 59 93 99. Ce soir, notre question LGT, c'est concernant le football. Le WAC et la JCAT peuvent-ils éviter la relégation en Détroit? On en parlera tout à l'heure. Pour le moment, nous allons nous mettre en mode basketball avec la FIBB vers l'amendement des textes. C'est l'actu de ce soir. La Fédération ivoirienne de basketball était en assemblée générale ordinaire le samedi 27 février dernier. Occasion pour le président du comité directeur de dresser le bilan de l'exercice écoulé et de dégager les perspectives. Ce soir, nous recevons le premier responsable du basketball ivoirien, M. Mahama Koulibaly. Avec lui, nous allons décortiquer l'actualité de la balle au panier Made in Côte d'Ivoire. Bonsoir, Président. Bonsoir. Asseyez-vous, voilà. C'est bon? Ça va. Bienvenue à la maison. Merci. C'est chez vous, ici. C'est un plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé, Président. Alors, la FIBB donc, était en assemblée générale ordinaire samedi dernier. Quels sont en gros, les sentiments qui vous animent au sortir de ces assises? C'est un sentiment de satisfaction parce que on avait décidé de gérer la fédération et en mettant l'accent sur la bonne gouvernance. Donc, en respectant tous nos engagements, c'est-à-dire que quand on gère, il faut rendre compte à des dates statutaires. Et c'est très important de respecter cela. Et puis, ça donne des moyens de continuer, de pouvoir s'arrêter, de regarder ce qu'on a fait et de se projeter en fonction des résultats qu'on a obtenus. D'accord. Bon, alors on aura le temps de parler en profondeur de cet AGO. Mais avant, je vous invite à regarder cet élément vidéo qui vous a été préparé avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'amour et beaucoup de plein de choses par la rédaction de la Grande Team. Le basketball reste à l'affiche en cette année 2022. Au-delà des débuts tonitruants du championnat national, c'est au niveau de ses textes que la balle au panier espère solidifier sa révolution entamée depuis l'avènement du président Mahama Koulibaly. Au cours de l'Assemblée générale ordinaire tenue le dimanche 27 février dernier, le nouveau patron de la Fédération ivoirienne de basketball a annoncé la date du 14 mai 2022 comme étant celle des assises pour plancher sur des textes qui collent aux mutations actuelles. Un tournant dans la vie du basketball ivoirien qui s'opérera avec les membres actifs 2 mois avant l'accueil de la deuxième fenêtre voire de la Coupe du Monde 2023 dans le groupe C de la zone Afrique. En plus de cet autre défi international à relever, la FIBB garde à l'esprit sa politique de formation matérialisée par l'ouverture de son centre fédéral d'initiation au basketball sous l'impulsion de Slobodan Zubotic, le directeur technique national. Bon voilà, maintenant que le décor est planté, on peut y aller, on peut parler de cet AGO. Mais avant cela, la première question que j'ai envie de vous poser, Président, c'est où est-ce que vous trouvez toute cette énergie et tous ces moyens aussi pour couvrir tous ces chantiers? Je pense qu'on est venu avec un programme. Donc l'énergie, on est comme les basketteurs. Le basket, c'est un sport intense, c'est 24 secondes, c'est 8 secondes pour passer la ligne. Donc il faut être au rythme des basketteurs. Et je pense qu'on a également, pour être concret, le basket de Côte d'Ivoire a pris du retard. Et j'ai toujours tendance à dire qu'il faut qu'on soit au diapason du développement de la Côte d'Ivoire. On a pris du retard et il y a trop d'opportunités. Il y a beaucoup de personnes, de perspectives en Côte d'Ivoire. Il fallait peut-être secouer le cocotier pour qu'on ait des fruits durables, pour que ce basket-là qui a fait rêver
les Ivoiriens retrouvent sa place. Alors, Président, moi, j'avoue que je suis admiratif de tout ce que vous faites. Depuis votre arrivée à la tête de la fédération, il y a du mouvement. C'est ça. Il y a beaucoup de mouvements. Mais sur l'Assemblée générale, on se pose beaucoup de questions. Vous avez parlé de satisfaction, mais ce n'est pas le sentiment général. Hein. Ouais. Ce n'est pas le sentiment général. Et nous qui avons regardé ça un peu de loin, et en même temps, les acteurs de votre fédération, vous avez, je crois, 84 délégués, si mes chiffres sont bons. Okay. Et sur 84 délégués, c'est 20 délégués qui ont participé à cette Assemblée générale. J'avoue que ça me dérange un peu. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une telle défection sur une rencontre aussi capitale? Écoutez, moi, je vous dis mon sentiment. C'est culturel. Vous allez constater... Non, laisse-moi expliquer. Vous avez dit de façon très rationnelle, parce que 84, 20 personnes, 20 clubs présents, ça peut sembler assez dramatique. Mais non, on est un peu habitué. Vous savez, pendant les élections, vous allez trouver 90% de personnes qui sont là. Et lorsqu'on fait une assemblée, les clubs, les centres n'ont pas l'habitude des assemblées générales classiques. Lorsque tout va bien, on a peu de clubs qui arrivent. Mais on déplore cela parce qu'il faut sensibiliser, cultiver, pousser à être présent pour pouvoir se rendre compte de ce qui se fait. Autre élément, c'est la structure de nos clubs et de nos centres de formation. Vous avez, à la vérité, sur les 20, vous avez plus de la moitié des clubs de première division qui sont là, plus de la moitié des clubs de deuxième division qui sont présents, et vous avez à peu près 46 centres de formation qui sont des micro-centres de formation qui sont plus préoccupés à faire la compétition. Donc il y a le paradoxe de l'activité qui se fait le même jour, où le président du centre de formation, en même temps l'entraîneur et en même temps le manager. Donc il y a toute une révolution à faire pour structurer les clubs et les centres de formation. Donc on ne peut pas en un an avoir des structures de clubs et de centres de formation qu'une organisation qui leur permettrait d'être présents à des assemblées et en même temps gérer leur compétition. On avait le choix. Soit on ne faisait pas de compétition à cette période-là, pour que tout le monde arrive, ou on essaie d'être une fédération moderne qui dit, écoutez, il y a ceux qui conçoivent, il y a ceux qui font la compétition, parce que les semaines sont comptées. Et on en viendra par rapport aux questions de l'année qui est une année de compétition internationale. Donc je pense que pour nous, ce n'est pas dramatique, mais il faut continuer. Mais Président, quand vous dites que ce n'est pas dramatique, parce que le phénomène, bon, vous l'expliquez là, je comprends un peu, ce n'est pas nouveau, je n'ai pas les chiffres des dernières assemblées, mais c'était pareil. En même temps, j'ai envie de dire, le quorum n'est pas atteint, si je ne m'abuse. Dès cet instant, les délibérations sont faussées. Il ne peut pas délibérer. Le jeu est faussé dès cet instant. Donc, plus loin, on se dit, mais quelle est la crédibilité donc du comité qui dirige la Fédération de basketball et en même temps, quelle est la crédibilité des résolutions, des décisions qui sortent de ces assemblées générales? C'est vraiment que ça, les chiffres dérangent un peu, L'Assemblée générale s'appuie sur des tests. On a la capacité, le droit de faire l'Assemblée générale lorsque le quorum n'est pas atteint. Mais on ne peut pas délibérer valablement. Oui. Écoutez, vous savez, je vais vous remémorer l'histoire de tout ça. Ça fait 3 assemblées générales que les clubs on n'a pas atteint le quorum. Je vous ai expliqué précédemment la culture des assemblées générales. Mais nous voulons respecter les tests pour que durablement, les uns et les autres sachent qu'il faut être aux assemblées générales, pas seulement les assemblées générales d'élection. Donc, on est dans cette pédagogie. Et pour nous, il y a on dira une année d'activité. Donc, certainement, petit à petit, par de la sensibilisation, on va arriver à ce que les clubs prennent l'habitude. Pour nous, ce n'est pas dramatique, mais c'est dommage. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'il ne faudrait pas qu'on soit absent lorsqu'on prend les décisions les plus importantes pour la fédération. Et je crois que notre rôle également, c'est de dire, de ce côté, il faut travailler à ce que les clubs arrivent pour ne pas seulement regarder les matchs, mais également regarder les chiffres, regarder ce qui se passe pour que, valablement, on puisse être au même niveau d'information. Je suis d'avis avec vous. Dans tous les cas, c'est ça qui nous permettra de travailler en sachant que tout n'est pas parfait. D'accord. Jean-Philippe. Merci. Président, lors de votre élection, vous avez souhaité doter la Fédération de basketball d'un siège. Un an plus tard, où en êtes-vous avec ce projet? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, pour doter du siège, il faut d'abord avoir le terrain. Après le terrain, il faut faire les études. Après les études, il faut poser la première pierre. Je pense que le projet est toujours d'actualité parce que ça fait partie de notre programme. On est en phase de rechercher le lieu qu'il faut.
on a toute une politique qui va dans ce sens-là. Et j'espère bien que d'ici 2024, on pourra dire qu'on est sur cette voie. Mais ce n'est pas en un mandat qu'on construit un stage. Mais cette année, grâce à Dieu, j'espère qu'on aura le site qu'il faut pour le projet de patrimoine propre à la Fédération. D'accord. Alors, revenons sur l'AGO, si vous voulez bien. Lors de cette AGO, c'est vrai que vous avez souligné donc, la réussite au niveau des compétitions, avec notamment cette belle médaille d'argent à l'Afrobasket chez les hommes. Mais vous avez également souligné un déficit au plan financier d'un montant de 180 960 964 francs CFA. Alors, Président, est-ce qu'on doit s'inquiéter? De façon très simpliste, on peut s'inquiéter. Mais quand on regarde les chiffres, l'investissement qui arrive à ce résultat, je peux dire que l'économie du basketball a pris un bond qualitatif. Parce qu'il y a eu une sorte d'investissement qui permet à la Côte d'Ivoire d'être vice-championne d'Afrique. Voici la raison du déficit financier. Il fallait prendre le risque. Le risque, il a été pris et je pense que vous ne direz pas le contraire qu'aujourd'hui, le basketball a une renommée nationale et internationale. Et c'est la raison de ce déficit. Maintenant, il va falloir travailler pour que ça ne se répète pas. Parce que ce n'est pas possible qu'une fédération ait ce déficit-là pour atteindre une médaille d'argent. Absolument. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'à côté de ce déficit que vous nous annoncez, donc je rappelle, de 180 millions, bon, on va dire 181 millions pour arrondir, vous projetez quand même un budget 2022 d'un montant d'1,85 milliard. Est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux au regard des difficultés financières de l'année dernière? C'est le choix que nous faisons. Nous sommes dans un budget programme parce que notre programme est basé sur 6 piliers. Je vais répéter encore une fois, le programme patrimonial, l'événementialisation des compétitions, la formation, la vulgarisation et la communication et le marketing. Et on a fait le choix de ce budget programme parce que presque 60 à 70% du budget est serait financé, il faut projeter ça à l'État de Côte d'Ivoire pour les compétitions internationales lorsqu'on estime que notre basketball est capable d'être ambassadrice de l'État de Côte d'Ivoire qui gagne. Vous savez que l'année prochaine, ou cette année, on a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce sera une défaillance de notre part de ne pas présenter à l'État ce qu'il faut pour être au mondial. Pas parce qu'on a eu un déficit budgétaire que nous allons faire la fine bouche et on vous dira mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas présenté le budget qui nous permettrait de représenter la Côte d'Ivoire avec ces résultats? Donc il fallait faire le choix d'un budget ambitieux en fonction des objectifs que nous tous, nous rêvons d'aller au mondial. Quel était le budget de l'exercice dernier? Le budget de l'exercice dernier exécuté a été de 477 millions. À peu près 60% pour toujours les compétitions internationales. C'est la même proportion et à peu près 100 millions pour les compétitions locales. Vous savez, nous on est transparents. Une compétition locale, le championnat national nous coûte à peu près 50 millions. Parce qu'une journée, c'est ça qui fait qu'on a du monde, c'est ça qui fait que durablement on aura des partenaires. Et sur l'activité locale, on a quand même généré des recettes de 172 millions pour des charges de 174 millions sur un exercice après Covid. Alors que, regardez peut-être dans le rétroviseur, ça n'a pas forcément été le cas dans des situations de non-investissement pour créer de la valeur et de l'intérêt par rapport au public qui est là. Donc, en termes de valeur du basketball, je peux l'estimer en tant que, je veux dire, de par ma profession, que la valeur du basketball n'est pas loin de 2 milliards par rapport aux investissements qui ont été faits. Donc, mais de façon très réaliste, on va sur presque 70% par rapport aux compétitions internationales, parce que je ne rentrerai pas dans les détails, vous savez bien que moi, comment est-ce que le basketball ne profite pas forcément en termes de financement des résultats proportionnels qu'il pourrait pu avoir. Et on ne veut pas faire l'erreur de nous autocensurer. Et puis après, on va dire, c'est de votre faute que l'équipe nationale n'a pas pu atteindre ses objectifs. Très bien, Président. Oui. Deux choses. D'abord, sur le déficit de 180 millions. Oui. Je peux me tromper. Oui. Vous avez semblé pointer du doigt la tutelle, le ministère des Sports. Là, de votre point de vue, c'est sur l'aspect financement des compétitions internationales que vous avez ce déficit. Vrai ou faux? Je peux me tromper, je dis bien. Vrai ou faux? Vous ne trompez pas, mais je n'ai pas pointé du doigt la tutelle. Il faut que je dise les choses avec mes mots. Ben, nous, on veut comprendre. Voilà, pour comprendre, l'année dernière, de façon transparente,
la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de Côte d'Ivoire nous a déclaré globalement un budget de 63 millions pour les compétitions internationales. Et nous avions déjà dépensé à peu près 44 millions pour les éliminatoires à Yaoundé. Il nous restait 16 millions à peu près. Il y avait le choix. On va à la Coupe d'Afrique ou on n'y va pas? Évidemment, en toute responsabilité, le comité directeur, on a décidé d'y aller. Donc ce déficit a été le fait de ce risque, je veux dire, responsable et patriotique pour pouvoir permettre à cette équipe nationale d'être vice-championne. Donc, c'est juste ça. Donc, je ne pointe pas du doigt à un moment donné. C'est tout comme. Je crois que je l'ai dit clairement. Je l'ai dit ici. Que c'est parce que le ministère ne vous a pas financé que vous avez ce déficit de 180 millions de francs CFA. Le ministère nous a donné un budget qui, pour nous, était minoritaire, était très peu par rapport aux besoins. Combien aviez-vous demandé au ministère? L'année dernière, on a demandé un budget de près de, pour l'ensemble des compétitions, je ne me rappelle pas, de près de 300 millions, à peu près, pour l'ensemble des compétitions internationales. Écoutez, vous savez, je pense que j'aime pas parler du passé, parce que les résultats amènent à positionner le basket autrement, et certainement, l'analyse budgétaire du ministère n'a pas tenu compte du potentiel de l'équipe nationale. Maintenant, il va falloir rétablir les choses. Et je pense que le discours que le Premier ministre nous a dit à notre tour, c'était de rétablir les choses. Donc, on pense qu'on a pris un risque qui est porteur. Si on est là, c'est parce que, évidemment, la Côte d'Ivoire est deuxième d'Afrique. Bon, ça, on a bien compris. Oui. Non, j'avais la deuxième question. La deuxième voulait oui, mais tout le monde a besoin de poser des questions voilà, aussi. Rapidement. Là, vous êtes à 400 millions l'année dernière. Et cette année, malgré un déficit de 180 millions, vous passez à 1 milliard. Vous projetez 1 milliard. Bon, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais j'avoue que ça me paraît un peu... Bon, je ne vais pas dire prétentieux, parce que c'est bien, mais vous doublez carrément votre budget. Mais il a expliqué. Oui, mais je dis... Je peux vous réexpliquer encore. Non, j'ai du mal à... Avançons. Bon, on va avancer sur voilà. mais il a déjà répondu à cette question. J'ai du mal à comprendre ça. C'est assez difficile. Que c'était un budget programme. Je pense qu'en tant que journaliste, vous devez connaître le fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire dans le financement des compétitions. Lorsque vous allez présenter à l'État un budget de 40 millions pour aller faire une Coupe d'Afrique et que le besoin est de 400 millions, vous êtes responsable de la non-participation. Il est préférable de proposer le budget de 400 millions et que l'État vous donne 40 millions. Bon, d'accord. Et maintenant, vous êtes libre d'aller chercher les 360 millions. Comprenez? Ne vous autocensurez pas lorsque vous gérez une fédération. Il faut présenter les besoins, l'État fera son choix. D'accord. Voilà. Jean-Philippe. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur le déficit, Président. Donc, à l'issue de cette magnifique participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a vu les basketteurs aller partout, voir les responsables jusqu'au plus haut niveau, même si on n'a pas pu rencontrer le président de la République. Et ce déficit de 180 millions lié à cette compétition n'a pas été couvert jusqu'à présent. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a fait le plaidoyer, on a fait les correspondances qu'il faut et on continuera de le faire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a été vice-championne, c'est pas Mahama Koulibaly. Donc, de ce fait, je crois qu'on mérite reconnaissance et que ce soit rétabli. Je ne fais pas de comparaison, donc je pense qu'à ce niveau-là, on y travaille. Et ce jour, j'étais même avec le ministre pour en parler et j'espère bien que la situation va se rétablir. Et sur les compétitions à venir, dans votre budget programme, au-delà de la Coupe du Monde qui est projetée, quelles sont les compétitions auxquelles, normalement, la Fédération et la Côte d'Ivoire devraient participer en termes de projection? La Côte d'Ivoire doit participer au U18, au BAL, aux Coupes d'Afrique des clubs champions hommes et dames, et au CHAN. Donc, c'est tout cet ensemble de compétitions qui sont des programmes de développement durable pour que la Côte d'Ivoire demeure parmi les meilleures nations. Donc, c'est ça qui rentre dans le projet programme. Et évidemment, après, si on a un choix à faire en fonction du budget qui sera attribué, on va aller sur les compétitions les plus importantes dans la Coupe du Monde. D'accord. Alors, c'est vrai que contrairement au football, où la Fédération ivoirienne a été contrainte, eh bien, vous avez décidé en toute responsabilité d'amender les textes. Ils étaient caducs. Pourquoi cette décision? Oui, les textes sont caducs depuis 2016. Parce que quand je regarde les archives
des recommandations des présidents de fédération, les tests ne sont pas adaptés à la professionnalisation souhaitée du basketball. Parce que tout ça aussi, si le basket est semi-professionnalisé, on aura beaucoup plus de moyens. Au niveau du règlement des compétitions, au niveau des statuts, je peux vous dire que on n'a même pas de règlement intérieur. On n'a pas dans nos tests, par exemple, une disposition qui parle du traitement des arbitres. Donc, il y a beaucoup de choses à avoir. Il faut normer nos tests également par rapport à la loi du sport. Et donc, c'est une nécessité de travailler dans ce sens-là afin que les tests protègent les différents acteurs et que ça amorce le développement et la professionnalisation de l'activité. On parle d'économie du sport, c'est bien ça de façon générale. C'est la logique qui va accompagner vos tests? Oui, totalement, totalement. L'orientation du basket à ce jour, c'est de professionnaliser. C'est d'aller dans cette économie, de créer des agents économiques. Et un autre élément important, il faudrait que les clubs aient une vraie personnalité juridique. Parce qu'il y a certains clubs qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de terrain d'entraînement, qui n'ont pas de minimum de moyens. Et donc tout ça permettrait à ce qu'on puisse peut-être dans 2-3 ans avoir des clubs semi-professionnels. De toutes les façons, un séminaire est prévu pour cela. Président, le football ivoirien a bataillé dur pour pouvoir organiser une grande compétition qui va profiter à, je dirais, l'ensemble de la Côte d'Ivoire, qui est la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Personnellement, j'aurais souhaité qu'en prélude à cette compétition, les sports de main, les sports de salle plutôt, puissent bénéficier d'un espace adéquat. Moi, je considère aujourd'hui le palais des sports comme un grand apatam, parce que ce n'est plus, je dirais, adéquat pour le basket que nous pratiquons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a les 2 salles annexes. Est-ce qu'au niveau de la fédération, il y a un lobbying qui est en train d'être fait pour pouvoir bénéficier au moins d'une infrastructure à l'image de Dakar Arena, à l'image de Kigali Arena, pour permettre au moins à la Côte d'Ivoire de pouvoir accueillir de très grandes compétitions internationales? Merci. Je pense que vous me permettez de dire ce qu'on est en train de faire. Effectivement, on rêve d'avoir Abidjan Arena. On fait assez de lobbying à ce niveau. Je vous dirais que l'espace des expositions qui va se construire bientôt du côté de l'aéroport a une salle qui va servir à faire non seulement des expositions, mais également des compétitions de basketball. Donc c'est déjà une victoire. On aurait souhaité que les infrastructures de la Coupe d'Afrique, on puisse construire des salles de sport de main. Malheureusement, ce n'est pas pour le moment le cas. Même si le lobbying continue pour que peut-être à Yamoussoukro, ils puissent le faire parce qu'il doit y avoir 10 hectares. Donc on continue. On souhaite, on travaille dans ce sens, je peux le dire comme ça, et c'est le résultat qui va justifier nos actions. D'accord. Voilà. Bon, en ce qui concerne l'amendement des textes, on va rester dessus. Vous êtes dispersés là ce soir. On ne le reçoit pas tous les jours, donc on peut poser toutes les questions. En ce qui concerne donc l'amendement des textes qui est prévu donc le 14 mai, à savoir 2 mois avant la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui, je précise, donc, se fera du 1er au 3 juillet ici à Abidjan. Bon, on en est loin, mais en vérité, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre en termes d'organisation? Et d'ailleurs, qui seront les membres de ce comité d'organisation? Oui, écoutez, la fédération s'est bien organisée. On a un président de la commission réglementation et recours qui est la cheville ouvrière de la réécriture des tests. Je crois que cette semaine, on donnera à peu près 1 mois et demi à tous les acteurs pour faire leurs propositions. Les 1 mois et demi donnera le temps, de façon statutaire, de convoquer l'Assemblée générale 20 jours et de transmettre l'économie des différentes recommandations à l'ensemble des mandants afin que le jour de l'Assemblée, on puisse gérer le temps et qu'on soit assez très professionnel dans la gestion de ça. Parce que 1 mois et demi, si vous n'avez pas soumis des propositions, on ne pourra pas traiter auquel vous avez pensé la veille pour venir à l'Assemblée. Donc, il faut s'attendre à une très bonne organisation dans un environnement serein, parce que puisque c'est très loin des échéances électorales où il y a beaucoup de passion. Donc je pense que les choses devraient pouvoir bien se passer, d'autant plus que c'était une volonté commune de l'ensemble des acteurs pour pouvoir avoir des tests qui tiennent compte des réalités nouvelles, d'autant plus que les anciens tests datent de 2007. Donc c'est quand même assez... Il y a quand même longtemps. Vous attendez à ce que le quorum soit atteint cette fois-ci? Évidemment, si ce n'est pas atteint, madame, on va encore continuer. On est dans la pédagogie. Non, moi, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est inévitable. Vous savez,
quand on vient gérer une fédération, on gère soit un programme, soit on gère des problèmes. Moi, j'ai préféré gérer un programme. Et dans le programme, tous les problèmes sont réglés d'une certaine manière en mettant la priorité sur le basket qui doit rouler sur le parquet dans un contexte de paix. Et ensuite, durablement, les morceaux vont se souder. Il n'est pas possible de faire l'unanimité lorsqu'on gère une fédération. Et donc, il faut le savoir, il faut être super réaliste. Même les personnes les plus, je vais dire, exceptionnelles n'ont pas forcément fait l'unanimité. Et donc, ce n'est pas nous, simples comme des mortels, qu'on va dire qu'on fait l'unanimité. Donc, il faut plutôt préserver l'environnement de paix, la solidarité. Et je pense que quand les gens sauront qu'être absent à la prise des décisions, c'est défavorable pour eux-mêmes, je pense qu'on prendra l'habitude d'être au rendez-vous d'analyse. Président, sur l'environnement, oui. Vous êtes serein? Il nous revient que, que beaucoup d'acteurs du basketball ont le sentiment que le président Mahamat est un peu trop omniprésent au sein de la fédération. C'est un bruit qui nous revient comme ça. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes vraiment serein dans l'environnement qu'il est aujourd'hui? Omniprésent, je ne sais pas si quelle est votre culture de management, mais quand omniprésent, c'est positif. Voilà, parce qu'on ne peut pas gérer une compétition, une activité sans avoir un regard sur la gestion. Mais il ne faut pas tout faire, il faut savoir déléguer. Donc je pense qu'il y a la perception, il y a la réalité. On a des spécialistes, on est près de 17 personnes dans le comité directeur, des super spécialistes. On tient nos réunions chaque mardi. Est-ce que tenir une réunion chaque mardi, donner son avis sur l'ensemble des activités, c'est un défaut? Je ne pense pas. Je crois que ceux avec qui on a travaillé, c'est une qualité et en plus, les résultats ne peuvent pas mener à changer de voie. Je pense que c'est bien de le dire, mais on est vraiment engagé. Il faut plutôt dire qu'on est engagé. On regarde tout. Vous avez posé la question, quelle énergie on a? C'est la passion, c'est l'intérêt. Et je pense que ça peut être un défaut pour ceux qui voudraient qu'il y ait une gestion laxiste, mais nous, on est engagés et je pense qu'on travaille avec les autres, avec un environnement de contradiction pour avancer, pour permettre d'avoir ces résultats-là. Alors, concernant la fenêtre internationale, est-ce que vous avez l'assurance du financement de l'État de Côte d'Ivoire? L'assurance, on aura un minimum de financement. J'ai l'assurance de cela. Et après, on ne fera pas... Je ne pense pas qu'on sera à cette situation de 2021. Ça, je vous parie. La fédération et ces personnes qui l'ont aidé ne vont pas trouver encore 100 millions pour quoi que ce soit. Ça, c'était le coup d'essai parce qu'on était convaincus qu'on avait une équipe nationale assez forte. Il fallait positionner le basketball pour qu'il y ait un regard haut, pour ne pas qu'on ne voit que le football. On a réussi ce pari. Maintenant, la balle est dans le camp de l'ensemble des Ivoiriens et pour qu'on arrive à un résultat, je vais dire, acceptable et que ce déficit-là soit comblé parce qu'une fédération n'est pas faite pour faire des déficits. Donc, je pense qu'à ce niveau, on vous dira, si on a encore 63 millions, on vous dira, écoutez, c'est pas possible d'aller faire la compétition et puis bon, voilà, c'est tout. Alors, on a beaucoup parlé des compétitions internationales, mais il y a également le championnat local qui est là, avec quelque chose de grand qui se prépare pour ce samedi. Deux duels. Alors, le premier duel, ABC-JCA, et puis Azur-SOA. Il y a une grosse communication autour de ces deux matchs. Ça répond à quoi, tout ça? Ça répond principalement au point 3 de notre programme, qui est l'événementialisation. Et couplé avec l'accompagnement pour la formation, parce que ce sera cette journée où la fédération va remettre des équipements à l'ensemble des centres de formation qui évoluent sur le territoire d'Abidjan et banlieue. Et ce sera l'occasion de pouvoir mettre en avant tout ce qu'on est capable de faire avec des partenaires pour attirer le maximum de partenaires, d'autant plus qu'il est demandé aux fédérations de se prendre en charge à près de 80%. Donc, il faut, et surtout que les commissions locales ne sont pas soutenues par les ministères, sauf les commissions internationales. Donc, ce sera un samedi de choc, d'organisation, de bonnes vibrations et de fêtes, basket et musique, basket et show. Et on vous invite à être présent à cet événement-là. Et on aurait même souhaité, dans le cadre de nos projets de partenariat, qu'on puisse même avoir du direct. Je ne sais quoi vous répondre. Ouais. Allez, dernière question. C'est vrai que dans l'élément vidéo qu'on a passé tout à l'heure, il a été évoqué la mise sur pied d'un centre fédéral d'initiation au basketball, dont la première session est prévue pour le 5 mars. Certaines voix parlent de concurrence au centre de formation. Finalement, c'est quoi l'idée de ce projet?
Écoutez, c'est encore un projet de la direction technique nationale en collaboration avec l'ensemble des techniciens, selon la philosophie de notre directeur technique qui est d'une culture assez spécifique que nous avons validée, qui a décidé de mettre en place un centre d'initiation fédérale avec un minimum de jeunes qui sera un lieu d'apprentissage de sa vision du basketball pour ces jeunes-là et également pour les futurs formateurs. Donc c'est une école du basketball en miniature qui est loin d'être une école de concurrence parce qu'elle ne va pas participer au championnat, mais c'est plutôt un espace d'apprentissage de la méthodologie du mini-basketball de la direction technique nationale qui souhaiterait que ce soit partagé afin de voir les résultats sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler, sur Abidjan, on a à peu près 10 millions d'habitants. Vous avez la tranche d'âge des jeunes de 8 à 13 ans qui sont à peu près d'1 million. 25 à 50 personnes pour pouvoir servir en grippe, ce n'est pas le bon mot, de cobaye pour montrer un savoir-faire. Ça n'a rien de concurrentiel avec ceux qui vivent de cela. Donc voilà le projet. Mais évidemment, il fallait que ce soit, je veux dire, sélectif en fonction d'un critère de sélection. Parce que pour 25 personnes, pour l'ensemble de demandes, je suis désolé, il va falloir faire un choix et donc c'est ce choix de qualité que nous avons décidé de le faire, loin de concurrence, mais plutôt accompagner les différents centres de formation à aller dans cette vision de formation de qualité. Donc en tout cas, ce sera ce 5 mars. Voilà. Ça, exactement. Bon, on rappelle le rendez-vous de ce samedi parce que là, c'est l'actualité chaude. Le rendez-vous là. ce samedi, journée festive de sport, de récompense et d'accompagnement des centres de formation avec le choc SOA Azur et JCA ABC. À partir de quelle heure? À partir de 18h, parce que bien avant, il y aura tout ce qui est comme fêtes, événements et récompenses. À partir de 16h, on va dire. Voilà, donc il faut être à 16h au Palais des Sports de Tréjus. C'est ça. Hello, vous avez bien compris. Hein? Oui, je vais observer beaucoup plus le corps arbitral parce que quand il y a ce genre de duel-là, il y a quand même assez de... Un autre dossier de la fédération, quoi, arbitral? Non, non, du tout. Je ne parle pas là-dessus, mais par rapport à la SOA et l'ABC, il y a eu quand même quelques quiproquos avec l'arbitrage. Là, on espère que le corps arbitral pourra se tenir très bien et puis que la fête sera Je belle. vous assure que ça va bien se passer. Super. Très bien. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Eh bien, vous revenez quand vous voulez, on vous a un peu titillé là. Oui, non, ça va, merci. Merci Ça va, beaucoup. c'est bon enfant, c'est bon enfant. À très bientôt. Avec grand plaisir. Bougez pas, bougez pas. Voilà, juste pour nous, le temps de lancer la pub. Hein, juste après la pub, eh bien, on parlera de la Ligue 2, on reviendra au football. Hein, Ligue 2, la JCAT et le WAC dans le dur. On vous expliquera tout, donc ne bougez pas, on revient juste après ceci.